21 mai 2024, Tanger, Maroc. Sur un terrain vague isolé de la banlieue de Gznaïa, un éleveur est intrigué par une épaisse fumée noire. En cherchant l'origine du feu, il aperçoit, posée au milieu des herbes, une valise abandonnée en proie aux flammes. Mais en arrivant à quelques pas, une odeur insoutenable le prend à la gorge. Il se fige, son sang se glace. À travers le plastique fondu et les cendres, ce ne sont pas des vêtements qu'il distingue, mais de la chair. Des restes humains calcinés exposés à la lumière du jour. Une vision de cauchemar qui le fait reculer de terreur, le souffle coupé par le choc. Les gendarmes arrivent en urgence et bouclent le périmètre. Mais face à ce corps méconnaissable, une seule question tous les esprits. Qui se trouve dans cette valise et quelle sombre histoire a-t-on voulu réduire en cendres? Bienvenue, une nouvelle histoire commence. Très vite, le terrain vague de Gznaïa se transforme en forteresse. Les sirènes hurlent, le périmètre est bouclé, et les techniciens de la scientifique s'activent autour de la valise calcinée. Le rapport préliminaire est maigre, mais formel sur un point. La victime est une femme, mais l'état du corps rend toute identification immédiate impossible. Pas de visage intact, pas d'empreinte exploitable à cause du feu, pas de papier d'identité. Le tueur n'a rien laissé au hasard. Son objectif était clair, transformer cette femme en fantôme. Faire en sorte que ce corps ne soit jamais réclamé, jamais nommé. Mais il a commis une erreur de calcul. Il a oublié que pour arriver à ce terrain vague, il faut quitter la route principale. Et cette route a des yeux. Les enquêteurs de la gendarmerie royale adoptent une stratégie imparable. Ils visionnent les enregistrements des caméras de l'autoroute et des voies d'accès à la zone. Ils ne cherchent pas l'acte en lui-même, mais une anomalie temporelle. Ils scrutent les véhicules qui entrent dans le périmètre et qui en ressortent. Parmi le flux de circulation, un véhicule précis attire leur attention. Une Lifan 320 bleue. Cette citadine au look très particulier détend complètement dans cet endroit isolé et peu fréquenté. Mais ce n'est pas seulement son apparence qui intéresse les gendarmes, c'est son chronomètre. Le véhicule est entré dans la zone, mais il a mis un temps anormalement long pour en ressortir. Un délai suspect, juste assez long pour s'arrêter à l'abri des regards et décharger un bagage encombrant. Les gendarmes zooment sur la plaque d'immatriculation. Le numéro est immédiatement transmis et vérifié auprès du centre d'immatriculation. Et là, le premier domino tombe. La base de données révèle que le véhicule est enregistré au nom d'une dame âgée, résidant à des centaines de kilomètres de là, dans la ville de Meknès. Une fois l'adresse obtenue, tout s'accélère. La police de Meknès est immédiatement contactée. Une patrouille se rend au domicile de la propriétaire. Quand la dame ouvre la porte, elle ne se doute pas une seconde que sa vie vient de s'effondrer. Les policiers lui posent une question simple. Madame, où se trouve votre véhicule? Sa réponse va glacer le sang des enquêteurs. La voiture est à mon nom, mais c'est ma fille qui la conduit. Elle vit et travaille à Tanger. À cet instant précis, le mystère est levé. La femme retrouvée dans la valise n'est pas une inconnue. C'est la fille de cette dame. Elle s'appelait Fatim Zahra, mais ses amis l'appelaient tendrement Fatih. Son parcours raconte l'histoire d'un courageux nouveau départ. Après s'être mariée puis divorcée à Meknès, sa ville natale, elle avait décidé de tout quitter pour s'installer à Tanger. Elle avait d'abord gagné sa vie comme coiffeuse avant de changer de métier pour travailler dans un café au centre-ville. C'était une femme travailleuse, décrite comme étant d'une grande gentillesse avec ses amis et aimée de tous. Une jeune femme de 38 ans qui se battait pour son indépendance et qui avait tout pour elle. Mais maintenant que la victime a un visage et un nom, une question encore plus sombre se pose. La voiture a été repérée sur les lieux du crime conduite par un homme. Cela signifie que le tueur conduisait la propre voiture de sa victime pour transporter son cadavre. L'enquête change alors de visage. Il ne faut plus seulement chercher une voiture, il faut traquer celui qui est au volant. Et vite. Les enquêteurs ne lâchent rien. Ils retracent le parcours exact de la Lifan bleue après qu'il ait quitté le terrain vague. Le véhicule n'a pas pris l'autoroute tout de suite. Il s'est dirigé vers le centre-ville de Tanger pour être finalement abandonné dans un quartier populaire, Humt Drawa. Une équipe fonce sur place. La voiture est là, garée, vide. Les techniciens de la police scientifique procèdent immédiatement à un examen minutieux. Le véhicule est passé au crible. Scan chimique, expertise technique. Le verdict de la science est sans appel. Des traces de sang appartenant à la victime sont découvertes sur les roues du véhicule. La preuve matérielle est là. Le tueur pensait peut-être qu'en abandonnant la voiture ici, il couperait le lien avec le crime. Il se trompait. Les caméras ont capturé son visage au volant. Grâce à cette image, le suspect est formellement identifié. Il s'appelle Hassan et il a 23 ans. Maintenant que les gendarmes ont un nom, il bénéficie de l'appui décisif des services centraux de la gendarmerie royale. Le téléphone de Hassan est tracé. Une véritable chasse à l'homme s'organise. Les données de géolocalisation révèlent une fuite complexe et paniquée. Après le crime, il a d'abord pris la direction du sud, parcourant des centaines de kilomètres jusqu'à Marrakech. Cherchait-il à brouiller les pistes? Il ne s'y attarde pas. Il remonte ensuite vers le nord-est. Sa destination finale, Nador.
Le samedi 22 juin 2024, la traque prend fin. Ce sont les éléments de la gendarmerie de Nador qui parviennent à localiser la cachette exacte du fugitif. Il ne se trouve pas dans un lieu public, mais caché à l'intérieur d'une maison, celle d'une connaissance qui tentait de le dissimuler aux yeux de la justice. Une opération de sécurité stricte est mise en place. La maison est encerclée. Le piège est hermétique. L'intervention est un succès total. Hassan est interpellé sans incident. Il n'oppose aucune résistance. Dans les heures qui suivent, il est remis aux éléments de la gendarmerie de Tanger pour être ramené sur les lieux du début de l'affaire. Désormais entre les mains de la justice à Tanger, sous la supervision du parquet compétent, le jeune homme se retrouve face à ses contradictions. L'enquête bascule alors dans l'horreur pure. Hassan finit par passer aux aveux, et son récit va dévoiler les détails glaçants de cette nuit fatidique. Hassan commence par expliquer aux enquêteurs le contexte de sa relation avec la victime. En fait, je connaissais Fatih grâce à une copine qu'on avait en commun, avec qui je traînais souvent. On se voyait au café, et elle passait même me voir à l'appart à Nejbar. Le soir du drame, tout part d'un simple coup de fil. Hassan appelle Fatih. Allô, Fatih? Dis-moi, t'as des nouvelles de Leïla? Ça fait un bail qu'elle passe plus à la maison. Non, laisse tomber, elle est pas dispo. Mais dis-moi, si tu t'ennuies, moi je peux passer te voir. Ah ouais? Ouais, on passe un moment ensemble, tranquille. Par contre, tu me prépares un petit billet, d'accord? Je ne viens pas pour rien. Ok, vas-y, passe. Mais lorsqu'elle arrive à l'appartement, il n'est pas dans son état normal. Il est sous l'effet d'une dose massive de coke. Une fois sur place, la situation dérape. Fatih revient sur leur accord. Il exige une somme d'argent beaucoup plus importante que prévu. Hassan refuse catégoriquement de payer ce surplus. Il se sent piégé. Ce refus, amplifié par les effets dévastateurs de la drogue, le fait basculer dans une colère noire. La rage l'aveugle. Soudainement, il s'empare d'un couteau. Le geste est fulgurant et fatal. Il lui ôte la vie d'un coup de couteau à la gorge. Ce qui suit est surréaliste. Hassan raconte qu'après le meurtre, toujours assommé par la drogue, il ne s'enfuit pas tout de suite. Il s'allonge à côté du corps sans vie de Fatih gisant dans son sang. Il reste là, inerte, à côté de sa victime. Lorsqu'il se réveille de sa torpeur, la terreur le gagne. Il réalise l'irréparable. Il doit faire disparaître le corps. Il nettoie la scène pour effacer un maximum de preuves. Il récupère une valise de voyage. Mais le corps ne rentre pas. Alors, dans une horreur absolue, il brise les pieds et les membres de la victime pour la forcer à entrer dedans. Il descend la valise, la charge dans la voiture de Fatih garée en bas et prend la route de Gznaya. En chemin, il achète des produits inflammables. Arrivé dans ce terrain vague qu'il ne connaissait pas quelques heures plus tôt, il met le feu à la valise. Il conduit ensuite jusqu'à Homt Drawa et abandonne le véhicule pour faire croire à une fausse piste, puis il s'évapore dans la nature, espérant devenir une ombre invisible aux yeux du monde. Mais sa fuite n'aura duré que quelques jours. Rattrapé par la gendarmerie royale à Nador, confondu par les caméras et la science, il a dû répondre de ses actes devant la justice. Le procès s'est tenu devant la chambre criminelle de la cour d'appel de Tanger. Le parquet a réclamé une peine sévère pour ce crime qualifié d'odieux, insistant sur la manière atroce dont la vie de cette femme a été volée. Dans la nuit du jeudi 31 octobre 2024, le verdict est tombé. La cour a reconnu Hassan coupable de meurtre avec préméditation et mutilation de cadavre. La justice a tranché. 25 ans de prison ferme. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si ce travail vous a touché, je compte sur vous pour laisser un pouce bleu et vous abonner. Prenez grand soin de vous et de vos proches. On se retrouve très vite pour une nouvelle affaire. Ciao!